Salut les amis, je suis à Abidjan dans les années 50, sur le véritable premier pont d'Abidjan, facile, le pont de Trècheville. Tu vois ce vieux pont? Il flotte sur l'eau. Des vélos roulent, des voitures passent, un train aussi. Cette photo d'Abidjan cache la naissance d'une ville moderne. Prise dans les années 1950, elle nous montre un incroyable ouvrage. Le premier pont entre le plateau et Trècheville. Aujourd'hui, je t'invite à la regarder en détail et surtout à comprendre toute l'histoire qu'elle cache. Un accident oublié, une course folle pour le construire, puis la naissance d'une ville moderne. Accroche-toi, on part pour un voyage dans le temps. Générique. Côte d'Histoire. Pour l'histoire de la Côte d'Ivoire en particulier et de l'Afrique en général, tu es à la bonne adresse. Côte d'Histoire, YouTube, TikTok, Facebook. Observons attentivement l'image. À vue d'œil, l'appareil photo se trouve du côté du plateau, le quartier administratif des Européens. La vue se dirige vers le sud, c'est-à-dire vers Trècheville, la partie africaine et ouvrière de la ville. Le tablier du pont est bien plat et il occupe le centre de l'image. On peut distinguer deux fils destinés aux automobiles. Au milieu, on aperçoit très clairement deux rails en acier. C'est la voie du train à écartement métrique, la même qui reliait Abidjan à Bouaké, puis au Niger. La scène semble ordinaire. On y voit une Citroën traction avant noire qui roule en direction de Trècheville et une Peugeot 203 plus claire. Ce sont deux voitures emblématiques des années 50. Sur le côté gauche, on observe un étroit trottoir en planche qui accueille deux cyclistes. Pourtant, un détail frappe, les montants métalliques portent de larges charnières et les garde-corps descendent jusqu'au niveau de l'eau. Le tablier n'est pas suspendu par des câbles. Il repose sur des réservoirs d'acier cachés sous la surface. Autrement dit, ce pont est flottant. Tu as bien entendu, flottant. Lorsqu'un camion lourd passe, l'ensemble s'enfonce de quelques centimètres avant de remonter doucement. Les Abidjanais de l'époque répétaient avec un mélange de fierté et d'inquiétude « On sent la lagune bouger sous nos pieds ». Avant le pont, un bac et une tragédie. Revenons 20 ans plus tôt. Jusqu'en 1931, pour quitter le plateau ou rejoindre Trècheville, il existait un seul moyen, c'était un bac à moteur. Ce bac pouvait embarquer jusqu'à 4 voitures et une quarantaine de passagers, en théorie. Dans la pratique, on s'entassait. Aux heures de pointe, le ponton ressemblait à un mini-marché flottant. Charrettes de régime de bananes, vélos, sacs de riz, voitures de fonctionnaires et surtout des dizaines d'ouvriers pressés de rejoindre leur chantier. Le 18 décembre 1930, à midi, le bac quitte le quai d'Anoumambo, le nom d'alors pour Trècheville. Il est surchargé. Des témoins parleront de 100 passagers au lieu de 60 autorisés. À mi-chemin, une vague ou un brusque déplacement de foule déséquilibre la plateforme. Les rambardes rouillées cèdent, la cargaison glisse, le bac se retourne presque instantanément. La profondeur atteint 7 à 10 mètres à ce lieu et faute de savoir nager, la plupart des passagers disparaissent. Le rapport officiel compte 39 morts, la presse évoque près de 50 victimes. Toutes sont africaines. Aucun Européen ne se trouvait à bord ce jour-là. La colère monte des deux rives. Comment accepter qu'une main-d'œuvre indispensable meure ainsi sans protection? Dès le lendemain, la chambre de commerce télégraphie au gouverneur de Dakar. Le bac est dangereux. Il faut un pont, et vite. Jusqu'ici, le projet dormait dans les cartons depuis 1925. La tragédie le rend brusquement indispensable. Construire un pont flottant en moins d'1 an. Avant de continuer, j'aimerais que tu fasses 2-3 choses. Si tu aimes ce que je fais, like la vidéo, partage-la à un ami et abonne-toi. Retrouve-moi également sur ma chaîne YouTube où des vidéos encore plus intenses t'attendent. L'administration coloniale choisit la solution la plus rapide. Un pont flottant, semblable à ceux qu'on utilise en temps de guerre pour faire passer des blindés. La firme française Daidé et Schneider, spécialiste des grandes charpentes métalliques, se voit confier le chantier. La construction de l'ouvrage fut décidée en mars 1928. Les premiers éléments arrivèrent à pied d'œuvre en février 1929 et le pont était achevé le 25 juin 1931. Les chiffres donnent le vertige. 361 mètres de long, dont 290 réellement posés sur l'eau, 6 paires de flotteurs, 2200 tonnes d'acier, 1000 tonnes de bois. La construction avance jour et nuit.
On entend partout le bruit sec des riveteuses et l'écho des marteaux sur le métal. Le pont reçoit une voie ferrée centrale. De chaque côté, une chaussée large de 4,25 m permet la circulation automobile dans les deux sens. Des trottoirs étroits, mais protégés par une rambarde continue, accueillent piétons et cyclistes. En à peine 7 mois, l'ouvrage est prêt. Le 9 juillet 1931, une petite locomotive traverse la lagune sans jamais arrêter sa marche. La ville entière acclame ce symbole de modernité. Le pont n'a pas coûté 9 millions de francs alors que la construction d'un ouvrage fixe eût coûté au moins 20 millions. La vie quotidienne autour du pont. Très vite, la photo que nous observons devient une scène ordinaire. À l'aube, les travailleurs d'Anoumambo pédalent vers leurs ateliers du plateau. Sur leur porte-bagages, un marteau, une gamelle, parfois un petit sachet de charbon de bois. Les fonctionnaires européens, eux, traversent en voiture. Leurs chauffeurs klaxonnent pour faire circuler les cyclistes trop lents. Au centre, plusieurs fois par jour, un train de fret remonte vers Boaké, chargé de sacs de cacao. Lorsque la locomotive s'engage, un agent abaisse des chaînes pour empêcher les voitures et vélos d'avancer. Le pont n'est pas seulement un pont, c'est un spectacle. Les enfants s'arrêtent pour sentir le tablier descendre sous le poids du convoi, puis remonter doucement quand la queue du train disparaît. Les soirs de grande marée, on aperçoit même le morceau de tablier qui s'ouvre pour laisser passer une barge. Beaucoup de citadins traversent la lagune, rien que pour éprouver cette sensation de légèreté, comme s'ils étaient sur un bateau géant transformé en route. Reliés et séparés. Il faut pourtant parler de la face moins brillante. Le pont réunit géographiquement le plateau et Treichville, mais il rappelle aussi la forte séparation sociale de la ville coloniale. Le plateau concentre bureaux, banques et magasins européens. Les Africains y travaillent, mais n'y dorment pas. Chaque soir, la marée humaine redescend vers Treichville. Dans l'autre sens, les expatriés traversent pour la promenade dominicale, puis reviennent souper dans leur villa climatisée. Le pont sert donc de trait d'union, mais aussi de frontière invisible. Il rend la hiérarchie plus fluide sans la faire disparaître. Paradoxalement, c'est cet outil imposé par l'urgence qui permet au quartier ouvrier de prospérer. Treichville devient vite un centre commercial animé. On y vend tissus, légumes, poissons fumés, pièces de moteur. Les loyers montent, les rues se pavent, la lumière électrique arrive plus tôt que prévu. Sans le pont, Treichville serait resté un simple faubourg. Avec lui, le quartier gagne une identité forte qui dépasserait la période coloniale. Les limites du succès. Au fil des années, la réussite se transforme en handicap. La circulation automobile explose après la Seconde Guerre mondiale. De nombreux chauffeurs privés conduisent des Peugeot 203 ou des camions Citroën. Les poids lourds, plus lourds que les véhicules prévus en 1931, fatiguent les flotteurs. Par temps de pluie, les planches du trottoir deviennent glissantes, plusieurs cyclistes chutent. Dès 1950, les journaux locaux parlent d'embouteillages qui s'étirent sur des heures. Les ingénieurs mesurent des vibrations inquiétantes quand deux véhicules se croisent à grande vitesse. Il faut penser à un pont plus solide. La réponse arrive en 1954 quand débute la construction d'un pont en béton précontraint, fixe et sans flotteur, le pont Félix Houphouët-Boigny. Il ouvre en 1957 et le vieux pont flottant est alors démonté pièce par pièce puis revendu comme ferraille. Pourtant, dans la mémoire collective, c'est toujours ce premier pont qui symbolise la modernité. Que retenir ? 3 idées simples à retenir. La première idée, un événement tragique peut accélérer le progrès. Sans le chavirement du bac, le projet de pont aurait peut-être dormi 10 ans encore. Deuxièmement, les infrastructures peuvent à la fois connecter et maintenir les différences sociales. Ici, le pont flottant rapproche les rives, mais la ségrégation coloniale continue plusieurs décennies. Troisième idée, une photo ancienne, regardée attentivement, révèle des masses d'informations. Le dessin des rails, la mode des voitures, la largeur des trottoirs, tout cela raconte une ville entière. En guise de conclusion, les amis, nous venons de voir comment Abidjan est passé en 20 ans d'un simple bac dangereux à plusieurs ponts modernes. Grâce à cette image, nous avons suivi le rythme de la lagune, le bruit des riveteuses et le déclic d'une ville qui change. Si tu veux d'autres histoires d'Abidjan ou d'Afrique de l'Ouest racontées simplement, abonne-toi, clique sur j'aime et propose en commentaire la prochaine photo ou le prochain thème que tu aimerais que nous explorions. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers ce pont qui flottait vraiment sur l'eau. Premier pont, deuxième pont, troisième pont, quatrième pont, etc. Et si je te disais que tous ces calculs étaient faux, parce qu'ils ne prennent pas en compte le premier pont d'Abidjan, qui était un pont flottant. N'oublie pas, c'est pour le futur que le passé doit demeurer présent. À bientôt.
Le pont fonctionne comme une grande plateforme métallique posée non pas sur des piles, mais sur 6 paires de flotteurs en acier. Mais ça ressemblait à quoi? Un flotteur est un grand caisson d'acier fermé qui flotte comme une péniche et soutient la chaussée. Chaque flotteur est étanche. 2 flotteurs côte à côte forment un couple. Les couples sont alignés tous les 35 mètres. Au centre du tablier court une voie ferrée métrique. De part et d'autre s'étale une chaussée routière large de 8,50 m, bordée sur chaque rive par un trottoir de 1,50 m de large. Ainsi, un train de marchandises de 39 tonnes, des camions et des piétons peuvent passer en même temps sans se gêner. L'ensemble des flotteurs est ancré au lit vaseux de la lagune par des chaînes de 55 mètres. Chaque flotteur possède 4 treuils à main capables de retenir 15 tonnes. Les chaînes sont fixées à des corps morts, c'est-à-dire de gros blocs de béton qui sont enfoncés naturellement d'une dizaine de mètres sous l'eau dans la vase jusqu'à trouver un point d'équilibre. Le pont peut également s'ouvrir au milieu pour laisser passer un bateau plus haut que prévu. On détache alors l'une des travées, ce qui dégage provisoirement une passe d'une vingtaine de mètres, comme sur cette figure. Grâce à ces dispositifs, le pont flottant d'Abidjan a pu dès 1931 faire passer en une seule journée des locomotives, des camions chargés de cacao et des cyclistes, de même que des piétons, sans jamais rompre l'équilibre, prouvant qu'une structure mobile peut, à condition d'être bien ancrée et bien articulée, servir durablement de trait d'union entre deux rives.